Bonsoir, merci beaucoup, je vous remercie vivement. Je suis ici pour vous avertir que l'Occident est confronté à un danger imminent. Il est en danger car ceux qui sont censés défendre les valeurs de l'Occident sont cooptés par une vision du monde qui conduit inévitablement au socialisme et par conséquent à la pauvreté. Malheureusement, ces dernières décennies, les dirigeants occidentaux ont abandonné la liberté pour différentes versions du collectivisme, motivés par le désir d'aider autrui ou d'appartenir à une caste privilégiée. Cela a conduit à un changement de modèle politique et économique dans le monde occidental. Nous sommes ici pour vous dire que les expériences collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde, mais au contraire, en sont la cause. Croyez-moi, personne ne peut mieux que nous, les Argentins, témoigner de ces deux questions-là. En adoptant la liberté en 1860, nous sommes devenus la première puissance mondiale en 35 ans. 35 ans, nous sommes devenus la première puissance mondiale. Alors que lorsque nous avons embrassé le collectivisme, au cours des 100 dernières années, nous avons vu nos citoyens s'appauvrir systématiquement jusqu'à tomber au 140e rang mondial. 40 du monde. Mais avant de pouvoir discuter, il est important d'examiner les données qui soutiennent pourquoi le capitalisme d'entreprise libre n'est pas seulement un système possible pour éliminer la pauvreté dans le monde, mais c'est le seul système moralement souhaitable pour y parvenir. De l'an 0 à environ 1800, le PIB habitant mondial est resté constant. L'histoire du progrès économique indique que le PIB habitant n'a pas beaucoup changé pendant cette période. En examinant un graphique de l'évolution de la croissance économique au fil de l'histoire, on observe une courbe en forme de bâton de hockey, une fonction exponentielle constante pendant 90% du temps, puis une explosion exponentielle à partir du 19e siècle. La seule exception à cette histoire de stagnation a été la découverte de l'Amérique au XVe siècle. Mais sauf cette exception, de l'an 0 à l'an 1800, le PIB par habitant mondial est resté stagnant. Cependant, non seulement le capitalisme a généré une explosion de richesse depuis qu'il a été adopté comme système économique, mais si l'on analyse les données, on constate que la croissance s'accélère tout au long de la période. Pendant toute la période comprise entre l'an 0 et 1800, le taux de croissance du PIB par habitant est resté stable autour de 0,02% par an, c'est-à-dire pratiquement sans croissance. À partir du 19e siècle, révolution industrielle, taux de croissance 0,66%. À cette cadence, il faudrait croître pendant 107 années pour parvenir à doubler le produit intérieur brut par habitant. Entre 1900 et 1950, le taux de croissance s'accélère à 1,66% par an, puis à 1,36% à partir de 1950. Nous n'avons plus besoin de 107 ans pour doubler le PIB par habitant, mais de 66 ans. Et si nous prenons la période entre 1950 et l'année 2000, nous constatons que le taux de croissance était de 2,1% par an, ce qui signifierait que nous pourrions doubler le PIB par habitant du monde en seulement 33 ans. Cette tendance, loin de s'arrêter, reste vivante aujourd'hui. Entre 2000 et 2023, le taux de croissance a encore accéléré de 3% par an, ce qui signifie que nous pourrions doubler notre PIB par habitant en seulement 23 ans. Cependant, en étudiant le PIB par habitant depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui, on observe qu'après la révolution industrielle, le PIB par habitant mondial a été multiplié par plus de 15 fois, ce qui a permis de sortir 90% de la population mondiale de la pauvreté. Nous ne devons jamais oublier qu'en 1800, près de 95% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté, tandis que ce chiffre est tombé à 5% en 2020, avant la pandémie. La conclusion est évidente. Le capitalisme de libre entreprise est le seul outil pour mettre fin à la faim, à la pauvreté et à l'indigence à travers le monde.
Les preuves empiriques sont indéniables. Comme il ne fait aucun doute que le capitalisme de libre marché est supérieur en termes de productivité, la doxa de gauche attaque le capitalisme pour ses questions de moralité, disant que c'est injuste, selon ses détracteurs. On dit que le capitalisme est mauvais car il est individualiste et que le collectivisme est bon car il est altruiste avec les autres. Et donc, il lutte pour la justice sociale. Mais ce concept à la mode dans le monde développé ces derniers temps est une constante du discours politique dans mon pays depuis plus de 80 ans. Le problème est que la justice sociale n'est pas juste, mais elle ne contribue pas non plus au bien-être général. En revanche, c'est une idée intrinsèquement injuste, car elle est violente. C'est injuste car l'État est financé par les impôts, prélevés de manière coercitive. Comment prétendre qu'un de nous paie volontairement les impôts? L'État se finance par la coercition. Plus la charge fiscale est élevée, plus la coercition est grande, moins la liberté est grande. La justice sociale redistribue l'économie en partant de l'idée d'un gâteau réparti différemment par les partisans de cette cause. Mais ce gâteau coûte cher, c'est une richesse générée par un processus de découverte de marché, selon Israël Kirchner. Si le bien ou le service offert par une entreprise n'est pas souhaité, elle fait faillite sans s'adapter à la demande du marché. Si vous produisez un produit de qualité à un bon prix, vous réussirez et produirez davantage. Le marché est un processus de découverte où le capitaliste trouve la bonne direction. Si l'État punit le capitaliste pour son succès et le bloque dans ce processus de découverte, il détruit ses incitations et la conséquence sera moins de production et un gâteau plus petit, préjudiciable à la société. Le collectivisme, en entravant la découverte et l'appropriation de ce qui a été découvert, limite l'entrepreneur et l'empêche de produire de meilleurs biens et services à un meilleur prix. Pourquoi les institutions, la politique et la théorie économique diabolisent-elles un système économique qui a sorti 90% de la population mondiale de l'extrême pauvreté, qui le fait de plus en plus rapidement et qui est juste et moralement supérieur? Grâce au capitalisme, le monde est actuellement à son apogée. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu plus de prospérité qu'aujourd'hui. Le monde actuel est plus libre, plus riche, plus pacifique et prospère que jamais dans notre histoire. Cela est vrai pour tous, mais en particulier pour les pays qui sont libres, où ils respectent la liberté économique et les droits de propriété des individus. Parce que les pays qui sont libres sont 12 fois plus riches que les opprimés. Le dire plus bas, la distribution des pays libres vit mieux que 90% de la population des pays réprimés. Il a 25 fois moins de pauvres dans le format standard et 50 fois moins dans le format extrême. Et comme si cela ne suffisait pas, les citoyens des pays libres vivent 25% de plus que ceux des pays réprimés. Maintenant, pour comprendre ce que nous venons défendre, il est important de définir de quoi nous parlons lorsque nous parlons de libertarisme. Pour le définir, je reprends les mots du plus grand défenseur des idées de liberté en Argentine, le professeur Alberto Venegas Lynch, fils, qui dit que le libertarianisme est le respect inconditionnel du projet de vie d'autrui, basé sur le principe de non-agression et en défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, dont les institutions fondamentales sont la propriété privée, les marchés libres sans intervention de l'État, la libre concurrence, la division du travail et la coopération sociale, où l'on ne peut réussir qu'en servant autrui avec des biens de meilleure qualité à un meilleur prix. D'autre part, le capitaliste, l'entrepreneur prospère, est un bienfaiteur social qui, loin de s'approprier la richesse d'autrui, contribue au bien-être. Enfin, un entrepreneur réussi est un héros. Ceci est le modèle que nous proposons pour l'Argentine du futur, un modèle basé sur les principes fondamentaux du libertarianisme, la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Cependant, si le capitalisme et la liberté économique
ont été des outils extraordinaires pour éliminer la pauvreté dans le monde et que nous sommes aujourd'hui dans le meilleur moment de l'histoire de l'humanité, pourquoi l'Occident est-il en danger ? Je dis que l'Occident est en danger car dans ces pays où nous devrions défendre les valeurs du libre marché, de la propriété privée et des autres institutions du libertarianisme, des secteurs de l'establishment politique et économique sapent les fondements du libertarianisme, ouvrant ainsi la porte au socialisme et nous condamnant potentiellement à la pauvreté, à la misère et à la stagnation. Le socialisme est toujours et partout un phénomène appauvrissant qui a échoué dans tous les pays où il a été tenté. Cela a été un échec sur le plan économique, un échec sur le plan social, un échec sur le plan culturel et en plus, cela a tué plus de 100 millions d'êtres humains. L'Occident doit affronter deux problèmes majeurs actuellement. Ceux qui continuent à soutenir le socialisme appauvrissant malgré les preuves empiriques et la chute du mur, et nos dirigeants, penseurs et universitaires qui, avec un cadre théorique erroné, minent les fondements de notre système. Ce système a pourtant permis la plus grande expansion de richesse et de prospérité de notre histoire. Le cadre théorique que je mentionne est celui de la théorie économique néoclassique, qui conçoit un instrument fonctionnel pour l'ingérence de l'État, le socialisme et la dégradation de la société. Le problème des néoclassiques est que, comme leur modèle idéalisé ne correspond pas à la réalité, ils attribuent l'erreur à une prétendue défaillance du marché, au lieu de revoir leurs prémices. Pour contrer une prétendue défaillance du marché, des réglementations sont introduites, générant des distorsions dans le système des prix. Cela entrave le calcul économique, l'épargne, l'investissement et la croissance. Ce problème réside essentiellement dans le fait que même les économistes prétendument libertaires ne comprennent pas ce qu'est le marché, car s'ils le comprenaient, ils verraient rapidement qu'il est impossible qu'il y ait quelque chose comme une défaillance du marché. Le marché n'est pas une simple description graphique d'une courbe d'offre et d'une courbe de demande sur un graphique. Le marché est une coopération sociale où les droits de propriété sont échangés volontairement. Selon cette définition, parler d'échec du marché est un paradoxe, pas un oxymore. Pas de défaillance du marché si transaction volontaire. Seul contexte pour défaillance et coercition dans les transactions économiques. Et le seul capable de contraindre de manière généralisée est l'État qui détient le monopole de la violence. Si quelqu'un pense qu'il y a une défaillance du marché, je recommanderais de vérifier s'il y a une intervention de l'État. Si vous constatez l'absence d'intervention de l'État, refaites l'analyse, car cela est probablement incorrect. Les défaillances du marché n'existent pas. Un exemple des prétendus échecs du marché décrits par les néoclassiques est la concentration des structures économiques. Cependant, sans fonction présentant des rendements croissants à l'échelle, dont la contrepartie est la concentration des structures économiques, nous ne pourrions pas expliquer la croissance économique depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui. Voyez comme c'est intéressant. Depuis 1800, la population a été multipliée par plus de 8 ou 9 fois, tandis que le produit par habitant a augmenté de plus de 15 fois. Cette croissance démographique et économique témoigne d'un développement majeur au cours des 2 derniers siècles. Cela signifie des rendements croissants. Cela a réduit l'extrême pauvreté de 95% à 5%. Cependant, cette présence de rendements croissants implique des structures concentrées, ce qui serait appelé par exemple un monopole économique dans certains cas spécifiques et restreints. Pourquoi est-ce que quelque chose qui a généré autant de bien-être est considéré comme un échec du marché selon la théorie néoclassique? Économistes néoclassiques, sortez de la boîte. Quand le modèle échoue, il ne faut pas se fâcher avec la réalité, il faut se fâcher avec le modèle et le changer. Le modèle néoclassique est confronté au dilemme de vouloir améliorer le marché en attaquant les échecs.
mais cela ouvre les portes du socialisme et compromet la croissance économique. Exemple, réglementer les monopoles et réduire leurs bénéfices détruirait les rendements croissants, ce qui aurait un impact négatif sur la croissance économique. En d'autres termes, chaque fois que vous voulez corriger une prétendue défaillance du marché, inévitablement, par méconnaissance de ce qu'est le marché ou par amour pour un modèle défaillant, vous ouvrez les portes au socialisme et condamnez les gens à la pauvreté. Cependant, malgré la démonstration théorique de la nocivité de l'intervention de l'État, les preuves empiriques de son échec et de l'absence d'alternative, les collectivistes proposent une solution. Non pas plus de liberté, mais plus de réglementation. Cela entraîne une spirale descendante de réglementation qui nous appauvrit tous et nous rend dépendants d'un bureaucrate dans un bureau. Face à l'échec des modèles collectivistes et au progrès du monde libre, les socialistes ont dû modifier leur programme. Ils ont abandonné la lutte des classes basée sur le système économique pour d'autres conflits sociaux tout aussi nuisibles pour la vie en communauté et la croissance économique. La première de ces batailles fut le combat ridicule et contre nature entre l'homme et la femme. Le libertarianisme établit déjà l'égalité entre les sexes. Notre credo dit que tous les hommes sont créés égaux, avec les mêmes droits inaliénables accordés par le Créateur, la vie, la liberté et la propriété. Je suis en désaccord avec une plus grande intervention de l'État pour entraver le processus économique et donner du travail aux bureaucrates qui n'ont rien apporté à la société, que ce soit sous forme de ministère de la femme ou d'organismes internationaux dédiés à promouvoir cet agenda. Un autre conflit que les socialistes posent, l'homme contre la nature. Ils soutiennent que les humains endommagent la planète et qu'elle doit être protégée à tout prix, même en plaidant pour le contrôle de la population ou l'agenda de l'avortement. Malheureusement, ces idées nocives ont fortement imprégné notre société. Les néo-marxistes ont su s'approprier le bon sens de l'Occident. Ils ont réussi cela grâce à l'appropriation des médias, de la culture, des universités et oui, aussi des organismes internationaux. Ce dernier cas est peut-être le plus grave, car ces institutions ont une énorme influence sur les décisions politiques et économiques des pays membres de ces organismes. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à oser prendre la parole, car si nous ne combattons pas ces idées, le seul destin possible est d'avoir de plus en plus d'États, de réglementation, de socialisme, de pauvreté, moins de liberté et par conséquent, un niveau de vie plus bas. L'Occident a déjà commencé à emprunter ce chemin. Cela peut sembler ridicule de dire que l'Occident s'est tourné vers le socialisme, mais cela n'est ridicule que si l'on se limite à la définition économique traditionnelle du socialisme, qui établit qu'il s'agit d'un système économique où l'État est propriétaire des moyens de production. Selon moi, il serait judicieux de mettre à jour cette définition pour qu'elle reflète les circonstances actuelles. Aujourd'hui, les États n'ont pas besoin de contrôler les moyens de production pour contrôler la vie des individus. Avec des outils comme l'émission monétaire, l'endettement, les subventions, les taux d'intérêt, les contrôles des prix et les réglementations pour corriger les échecs du marché, ils contrôlent des millions d'êtres humains. C'est ainsi que nous en sommes arrivés au point où, sous différents noms ou formes, la plupart des offres politiques généralement acceptées dans la plupart des pays occidentaux sont collectivistes. Qu'ils se déclarent ouvertement communistes, fascistes, nazis, socialistes, sociaux-démocrates, nationaux-socialistes, démocrates chrétiens, keynésiens, néo-keynésiens, progressistes, populistes, nationalistes ou mondialistes. En réalité, aucune différence importante. Tous soutiennent que l'État doit diriger tous les aspects de la vie des individus. Toutes définissent un modèle opposé
à celui qui a mené l'humanité au progrès le plus marquant. Nous venons ici aujourd'hui pour inviter les autres pays de l'Occident à reprendre le chemin de la prospérité. La liberté économique, le gouvernement limité et le respect de la propriété privée sont essentiels pour la croissance économique. L'appauvrissement par le collectivisme n'est ni fantaisie ni fatalisme, mais réalité incontestable. C'est une réalité que les Argentins connaissent depuis au moins une centaine d'années. Puisque déjà vécu, déjà traversé, car comme dit avant, depuis abandonné modèle de liberté qui nous avait enrichis, pris dans spirale descendante où chaque jour toujours plus pauvre. C'est ainsi, nous l'avons déjà vécu, et nous sommes là pour vous avertir des conséquences si les pays de l'Occident, riches grâce à la liberté, continuent sur cette voie de servitude. L'exemple argentin montre que la richesse, les ressources naturelles, la qualification et l'éducation de la population, ainsi que les réserves d'or de la Banque centrale, n'ont aucune incidence sur la situation économique du pays. Si des mesures entravent le bon fonctionnement des marchés, la libre concurrence, les systèmes de prix libres, si le commerce est entravé, si l'on porte atteinte à la propriété privée, le seul destin est la pauvreté. Par conséquent, pour conclure, je tiens à adresser un message à tous les entrepreneurs présents ici et à ceux qui ne le sont pas, mais qui nous suivent de partout dans le monde. Ne vous laissez pas intimider par la classe politique ni par les parasites qui vivent de l'État. Ne vous fiez pas à une classe politique qui veut se perpétuer au pouvoir et maintenir ses privilèges. Vous êtes des bienfaiteurs sociaux. Vous êtes des héros. Vous êtes les créateurs de la période de prospérité la plus extraordinaire. Qu'ils ignorent que leur ambition est immorale. Gagner de l'argent en offrant un meilleur produit, un meilleur prix, contribue au bien-être général. L'État ne donne pas d'avance. L'État n'est pas la solution. L'État est le problème lui-même. Vous êtes les vrais protagonistes de cette histoire et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez l'Argentine comme alliée. Merci beaucoup et vive la liberté, bordel. Merci beaucoup.